Allô, moi c'est Geneviève, je suis orthophoniste et une personne qui bégaye. Avec Judith, orthophoniste, je co-anime ce podcast. Dans cet épisode, on touche à un sujet complexe, la thérapie orthophonique pour les enfants d'âge préscolaire. On commence par présenter les 5 grandes approches principales, soit le Westmead, Litcom, Restart DCM, Palin et MiniKids. Puis Judith et moi, on entre dans une réflexion plus large sur la thérapie. Je profite aussi rapidement de cette intro pour définir le concept de récupération spontanée dans la thérapie au préscolaire. On le mentionne pendant l'épisode, mais sans le définir. Oupsie! La récupération spontanée, c'est lorsque l'enfant cesse de bégayer naturellement sans intervention. Ça se produit souvent dans les premières années, généralement avant l'âge de 7 ans, et ça concerne environ 75% des enfants. Les études ne s'entendent pas toutes sur les pourcentages, mais grosso modo, c'est ça, autour de 75%. Finalement, merci aux précieuses orthophonistes collaboratrices qui ont contribué à cet épisode, Gisela Santayana, Christine Tournier et Sophie Archambault. Bonne écoute, merci d'être là et de nous suivre. Allô Judith, Allô, Geneviève! est-ce que t'es endormie, Judith? Hey, un peu, hein? Je suis de même. Ouais! Eh non, mais pour vrai, non, mais le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est quand même cool parce qu'on n'en a pas tant parlé depuis le début du podcast. Puis c'est vraiment un sujet qui revient souvent pour les orthophonistes, du moins, là. Mais vu que nous, on était, tu sais, à l'ABC, on est quand même plus axés sur les adultes qui bégayent. Mais là, on parle des enfants d'âge préscolaire qui bégayent. Et c'est un sujet complexe, passionnant et qui peut même créer de la discorde dans notre profession. Quand c'est même! pourquoi l'épisode... C'est pour ça que là, je dors plus. Là, Ouais. je suis bien réveillée. Trop stressée! Mais on a beaucoup réfléchi à comment apporter ce contenu-là. Et finalement, le but de notre épisode, c'est d'offrir une vision générale des options possibles en thérapie préscolaire, des conversations qu'il y a dans le domaine sur ce sujet-là, pour très humblement offrir un épisode de podcast qui outille les parents à avoir une vision plus... plus global. Ouais, plus c'est ça. global, parce que, tu sais, quand t'es un parent, tu commences une thérapie, tu sais pas ce qui se passe, là. Fait que, Ouais, bref, peut-être que c'est quoi cet les épisode-là... options? C'est C'est ça. quoi les options? Les parents, souvent, les connaissent pas, tu sais. Puis pour les personnes qui bégayent, qui n'ont pas d'enfants, je trouve quand même que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de méconceptions sur ce que la thérapie orthophonique pour les enfants c'est ou c'est pas, ou bref. Et finalement, pour les orthophonistes, c'est offrir une vitrine large sur les options possibles puis les divers aspects à tenir compte avec cette population d'âge préscolaire qui est environ de 2 à 7 ans, Judith, n'est-ce Ouais, à pas? peu près. 3, 2, 3 jusqu'à 6, à peu près. Puis, puis on va pas non plus aujourd'hui dire, bon, moi, ma préférée, ça serait ça. C'est cette approche-là. Non, tu sais, c'est vraiment pas ça. Tu sais, nous, on est là, tu sais, avec Je Juste un podcast pour offrir des données qui sont plus des faits, mais de manière neutre. Donc, tu sais, de présenter des approches. Puis en fait, c'est pas nous qui allons choisir ou qui préférons des approches, c'est les parents, c'est les familles, c'est les enfants. C'est eux qui vont nous dire « Ah, ça, j'ai le goût » ou « Ça, j'ai moins le goût », tu sais. Fait que ça, c'est super important, puis on y revient quand même souvent dans les épisodes, mais c'est vraiment à garder en tête, même pour les enfants. On aurait tendance peut-être à dire « Ah, ben non, mais c'est moi qui va choisir en tant qu'orthophoniste », mais... On va voir, en fait, que peut-être que ça serait peut-être mieux que ce soit les familles puis les enfants qui choisissent. Ouais. Et donc, pour commencer cet épisode, on va faire une présentation en rafale des principales approches possibles. Et c'est Judith, principalement, qui va nous offrir ce contenu. Merci, Judith, parce que moi, je suis une personne qui bégaye, mais je suis principalement étudiante au doctorat, donc c'est moins ma spécialité, le préscolaire, vraiment. Oui, oui. Mais Judith, tu es là, merci. C'est tellement correct. Puis, tu sais, pour commencer, Ouais. dans le fond, là, on va se dire, c'est quoi les objectifs de traitement ou d'intervention chez les enfants d'âge préscolaire, tu sais, dès le départ. Et là, les objectifs, on va parler de 2 objectifs principaux qui sont tirés d'un texte de ASHA, donc l'Association américaine en orthophonie et audiologie,
Fluency Disorders, c'est en ligne. Moi, c'est un texte auquel je reviens souvent parce qu'il est très bien fait, très complet. Ça parle de tous les aspects reliés au bégaiement. C'est hyper pertinent. Donc, les objectifs d'intervention, ça serait premièrement d'éliminer ou de réduire grandement le bégaiement chez l'enfant ou d'aider l'enfant à mieux gérer le bégaiement ou ou avoir une parole qui est plus efficace. Le deuxième grand objectif, ça serait d'aider les enfants à se sentir bien quand ils parlent, à ne pas développer des émotions négatives ou des réactions désagréables en lien avec le bégaiement. Ouais, et on y reviendra, mais le mot « ou » est important. Moi, comme ancienne traductrice qui s'est penchée sur les subtilités de la langue, « ou », ça a le sens de « et », mais ça a le sens aussi de « ou ». Donc, on peut faire soit toutes ces choses-là ou une partie de ces choses-là selon la personne cliente qu'on a en face de nous. Exact. Et donc, commençons la présentation en rafale. Explique-nous le Westmead, Ouais, le Westmead Programme en quelques minutes. Oui, donc là, on en a 5 qu'on va vous présenter. On commence par le Westmead parce que c'est souvent pas un programme qui est très connu. On se dit « Ah, c'est quoi donc ce programme-là? Mais ça, on a entendu parler, c'est quoi donc? » Bon, j'avais envie de commencer avec lui. C'est un programme qui est tiré de la même équipe de travail que le LITCOM, donc la Australian Stuttering Research Center, le même centre. L'approche est vraiment basée sur la parole syllabée, donc la syllable time speech. Donc, c'est de parler comme ça, c'est d'avoir un rythme dans la parole. Ce n'est pas de parler comme ça. Tu sais, des fois, on dit la parole robot. C'est pas d'avoir une parole staccato, mais plus d'avoir une parole avec un rythme. Donc, si je parle comme ça serait une parole syllabée. OK. Et là, ben encore là, il y a un programme qui est en ligne, il y a des modèles audio, des vidéos aussi qu'on voit qui sont en ligne sur le centre australien. Donc, c'est un programme qui est qui ressemble un petit peu à la structure du LITCOM, je dirais. Donc, le parent, au départ, doit utiliser cette parole-là avec son enfant. Puis tranquillement, ben, c'est de le faire le plus souvent possible dans plusieurs moments dans la journée. Donc, 5-6 moments dans la journée, pendant 5-10 minutes, le parent fait ce modèle-là et essaie d'encourager l'enfant à utiliser aussi ce modèle de parole-là qui est syllabé. Parce que c'est un patron de parole incompatible avec la parole bégayée. Ouais, puis ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Depuis les années 80, c'est un modèle de parole qui avait été déjà étudié, puis que chez les adultes, entre autres, qu'on voyait que ça diminuait le bégaiement. C'est pas nouveau, là. Tu sais, toutes les approches dont on parle aujourd'hui, c'est pas des affaires nouvelles comme « Oh my God! » genre, il y a de quoi qui est sorti en 2012. Ouais, c'est ça! Ouais. Mais, c'est ça, il y a des plus et des contre, hein? Il y a des plus et des moins pour chacune des approches. Puis le Westmead, ça peut être une approche quand même intéressante. Mais tu vois, tu sais, moi, ce que je trouve qui est un peu plate, c'est que dans les études qui ont été faites sur ce programme-là, le taux d'attrition, donc le taux d'abandon des familles, pour différentes raisons, hein, tu sais, mais ça coûte, c'est quasiment 50%. Une famille sur deux lâche. Puis on peut s'imaginer quelles sont ces raisons-là. En fait, je ne sais pas si ça existe, mais ça serait intéressant d'avoir des entrevues de groupe avec des parents qui ont abandonné. Tu sais, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Puis ceux qui restent aussi, tu sais. Ouais, puis des fois, les taux d'attrition... Qu'est-ce que vous appréciez? Ouais. Ça peut être la famille a déménagé, Oui, il y a plein de raisons, ouais. tu sais, mais quand même, un taux d'attrition autour de 50%, c'est énorme. Donc, beaucoup de gens qui déménagent. Non, c'est ça! Ils ont tous déménagé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que là, ça, c'est le Westmead. Donc, ça, c'est une approche à parler aux parents. La deuxième approche dont on voulait parler, c'est le programme LITCOM. Et on va laisser Gisela Santayana, qui est une des spécialistes au Québec depuis de nombreuses années, du LITCOM et qui est en contact régulier avec les gens là, en Australie du consortium LITCOM. Donc, on va laisser Gisela présenter cette approche. Merci pour l'invitation. Allô, Gisela, on est vraiment contente que tu sois là. Merci beaucoup. Oui, tu es vraiment, à nos yeux et aux yeux de notre communauté, je pense que tu es l'experte dans le LITCOM avec ta collègue Rosalie Schenker.
Et vous faites partie, toi et Rosalie, du consortium LeadCom, qui est un regroupement de chercheurs sur cette approche. Exactement. Est-ce que tu voudrais te présenter un peu plus en profondeur pour nos auditeuristes? Ben, merci beaucoup, oui. Alors, donc, je suis orthophoniste, je suis clinicienne depuis déjà bien longtemps, mais ça fait 15 années que je travaille avec des personnes, des jeunes et leurs familles qui bégayent. Et j'ai toujours eu une passion pour le bégaiement, demandez-moi pas pourquoi. Mais dès ma maîtrise, ça a toujours été une, je sais pas, juste, j'ai vraiment été attirée pour travailler avec ces personnes-là. Et puis là, une fois que j'ai commencé à travailler avec des personnes qui bégaient, mais le tout était fait. C'est vraiment Ah oui. juste tellement enrichissant. Oui, oui, c'est vraiment... et je travaille donc avec des personnes et des familles avec tout âge. Là, je vois des jeunes, des moins jeunes, des adolescents et même des adultes. Et je fais partie, comme tu disais, du consortium de formateurs du programme LeadCom parce que le programme LeadCom, il est offert dans beaucoup, beaucoup de pays et on a un consortium de formateurs pour s'assurer que la formation soit vraiment égale et à date dans tous les pays où elles sont données. Donc, avec Rosalie, on est ici au Québec avec Christina Latterman aussi. Et il y a deux Qui est à autres. McGill. qui est à Mais t'as McGill. étudié à McGill, hein? Moi, j'ai C'est étudié à ça là? l'Université d'Ottawa Ah, pour ma Ottawa. OK. maîtrise. Oui, OK. oui. OK. Puis oui, c'est ça. Puis là, on parlait de Christina Latterman, qui est à l'Université McGill, qui fait partie du consortium aussi. Elle est là, le prof à McGill, oui, c'est ça, pour le cours de bégaiement. Et il y a aussi Carla Di Domenico Antonio en Ontario et il y a Melissa Bruce aux États-Unis. Mais il y a donc, on est 12 pays, à ma connaissance, dans le consortium. Pour notre public, est-ce que tu pourrais nous décrire le l'ITCOM, comment ça fonctionne? À quoi est-ce qu'un parent qui commence ce traitement-là avec son enfant peut s'attendre? Oui. Alors, le programme LeadCom, donc, est une des options que les parents et que les orthophonistes ont pour pouvoir aider un enfant qui se présente en clinique avec un bégaiement, un enfant d'âge préscolaire. Ça a été fait pour les enfants entre 2 ans et 6 ans, mais je dois avouer personnellement, 2 ans, c'est très jeune. 3 ans, c'est très jeune. Oui. Personnellement, je débuterai vers 4 ans. Ça peut prendre beaucoup plus de temps quand on le fait plus tôt. Je l'ai déjà fait et on a déjà pris beaucoup de temps. Alors, c'est mais ça, tout pour dépend. un petit 3 ans là, qui écoute moyen les commentaires. Fait que là, on dirait que des fois, ils sont Parce un qu'en peu jeunes. Ça fait, dépend des enfants. Ouais. ça dépend des enfants, mais c'est aussi que ça prend un peu une maturité cognitive dans le sens où qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que le parent va voir dans une thérapie LeadCom, c'est que le parent, c'est celui-là qui va faire la thérapie à la maison. En clinique, on rencontre le parent une fois par semaine pour pouvoir le coacher et lui modeler qu'est-ce qu'on fait, aussi essayer les choses qu'on va lui proposer pour qu'on sache qu'en fait, ça fonctionne avec cet enfant-là. Et le parent va pouvoir nous démontrer et va pouvoir essayer les choses qu'on lui propose pour qu'on soit d'accord ensemble que ça va bien fonctionner à la maison. Et ce processus se fait à chaque semaine. Et le parent, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est, comme on a dit tantôt, il va jouer, il va lire des livres, ils vont faire des activités qu'ils font déjà, mais d'une certaine façon différente, dans le sens où le parent doit avoir toute son attention envers son enfant, envers l'échange qu'ils sont en train d'avoir et aussi pouvoir bien écouter pour pouvoir donner des commentaires verbaux, car le programme LeadCom a des commentaires verbaux dans le traitement qui sont donnés surtout pour la parole sans bégaiement. Donc, on pourrait dire une parole fluide, mais c'est une parole qui n'a pas de bégaiement, va avoir des commentaires pour ce genre de parole et pas tout le temps. Parce que si on fait tout le temps, ça devient plate pour le cerveau. Et de temps à autre... Ah, c'est bien dit! Ah, je trouve ça bien comment tu le dis. C'est plate pour le cerveau. C'est bon! C'est vrai. C'est trop... oui, ça devient trop facile pour le cerveau de guesser quand est-ce qu'il
quand est-ce que ça va arriver. Et pour le moment de bégaiement, on les choisit aussi pour pouvoir donner des commentaires qui sont neutres, qui sont rapides et qui sont efficaces pour pouvoir finalement avoir soit simplement le donner ou bien demander une répétition, demander une petite correction de la part de l'enfant, mais on s'assure à ce que ça soit la grande majorité du temps effectif ou efficace et l'enfant finalement redit cette partie-là sans bégaiement et alors on peut lui donner le commentaire pour la parole fluide. Donc, et ça se fait très rarement comparativement au nombre de commentaires verbaux que les parents donnent pour la parole sans bégaiement. Donc, on s'assure énormément que ce soit fait d'une façon qui est sécuritaire pour l'enfant, qui est le fun pour l'enfant. C'est vrai que l'enfant ne va pas faire une fête à chaque fois qu'il va recevoir un commentaire, mais on s'assure vraiment à ce que ça soit bien accepté par l'enfant. Et d'ailleurs, de la façon comment on va introduire les commentaires, c'est une des choses que l'orthophoniste va vous guider pour s'assurer que c'est vraiment sécuritaire pour l'enfant. Et pour un enfant qui est plus âgé, des fois, on lui demande même si c'est correct avec lui. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment faire, d'avoir en tête que le programme comme c'est supposé être le fun pour le parent, pour l'enfant. Et je vais rajouter le parent ici, parce que si le parent n'a pas de fun et c'est trop difficile, croyez-moi que ça ne fonctionnera pas aussi bien. Moi, je vais d'abord avec l'enfant, et on le voit en thérapie, ils sont en train de sourire, ils sont en train de rire, mais le parent aussi. Donc, il faut que ça soit léger. Sinon, on a une chance que ça mette trop de pression sur l'enfant, sur le parent, et c'est le counseling qu'on donne aux parents. Donc, des fois, dans le comme on imagine que tout ce qu'on fait, c'est vraiment très behavioral et c'est vrai que l'objectif du DICOM, c'est très behavioral. C'est vraiment une réduction de la fréquence du bégaiement, une réduction de la sévérité du bégaiement. On dit qu'on ne va pas aller voir d'autres aspects comme les émotions, les attitudes, etc. du bégaiement. En partie, les jeunes enfants souvent n'ont pas autant de ces caractéristiques-là comparativement à un enfant plus âgé ou un adulte, mais ça se peut qu'il y en ait quand même. Et d'une autre part, c'est assumé que l'orthophoniste même va pouvoir livrer ce programme en ayant en compte le bien-être de l'enfant et s'il y a d'autres choses à voir, ben, il faut le faire. Donc, le programme ne va pas te dire quoi faire avec le reste des choses, mais c'est pas qu'il te dit ne fais rien pour le reste des choses, vous voyez? Et il faut que ce soit très, très bienveillant et très sécuritaire et très le fun pour tout le monde. C'est ça. Puis, dans le fond, c'est ça, comme tu dis, les commentaires qu'on va choisir vont varier d'un enfant à l'autre, parce qu'il y a des enfants que quand on va leur dire, disons, ah, ça, je sais pas, ça coule bien, mais pour l'instant, ça coule bien ta parole, mais peut-être pour un enfant, c'est pas trop, versus des fois, il y en a qu'on va comme changer un peu le commentaire pour dire « Ah, c'était une parole de champion, une parole de super-héros », ou bon, des fois, on individualise un petit peu les commentaires, puis ça, c'est l'enfant, l'idée, c'est que ça soit le fun, quand il y a ces commentaires verbaux-là, ou même des commentaires, on t'en a pas parlé, mais tu sais, gestuels, hein, on peut un peu modifier, que ça soit le fun, c'est ça, que ça soit quelque chose d'agréable pour lui, tu sais, à recevoir. Puis là, fait que là, Gisela, on a parlé quand même un peu de, tu sais, de comment ça fonctionne. Pourrais-tu nous donner, avant qu'on termine, un peu parce que c'est sûr que les gens vont se poser ces questions-là, comment ça dure? Est-ce que c'est long? Est-ce que ça prend beaucoup de rencontres? Tu sais, est-ce qu'on voit les échelles de sévérité qui diminuent rapidement? Tu sais, voudrais-tu nous donner un peu un aperçu, là, selon les dernières données de ce que tu sais par rapport à ça? Exactement. Je suis contente que tu as demandé la question parce qu'en fait, c'est ça, le programme DICOM, il a 2 phases, la phase 1 et la phase 2. La phase 1, c'est la phase où on se rencontre à chaque semaine afin de pouvoir avoir une réduction dans la sévérité et la fréquence du bégaiement. L'objectif en général du DICOM, c'est d'avoir pas de bégaiement ou presque pas de bégaiement dans la parole de l'enfant. Et ça, c'est en tenant compte que ça serait un enfant qui est dans les critères qui ont été évalués dans les recherches. Ça veut dire des enfants en bas de 6 ans, des enfants qui n'ont pas d'autres conditions ou d'autres conditions, ouais. Oui, comme des difficultés de langage, de parole, d'attention, comportement, etc.
Et à ce moment-là, on parle de plusieurs mois pour la première partie, qui est quand même intense dans le sens où on se rencontre souvent, mais aussi le parent a beaucoup, beaucoup à faire à la maison. Et veut pas, comme vous le savez, le bégaiement, c'est une de ses caractéristiques les plus stables, c'est que ça varie tout le temps. Alors, ça veut dire que aussi dans le lit de com, ben, on va avoir droit à des variations qui vont être de moins en moins grandes, mais quand même, ça arrive et des fois, ces variations-là vont faire que ça peut être un peu difficile pour le parent quand ça augmente un peu. Et c'est à l'orthophoniste de pouvoir vraiment supporter le parent dans ce cheminement-là. Et à un moment donné, chaque enfant le fait de sa façon. Des fois, ça prend plus de temps, des fois, ça prend moins de temps. Si c'est un bégaiement qui est plus sévère, ça va prendre plus de temps. Ça, on le sait. Et à un moment donné, on arrive à une place où c'est soit l'objectif a été atteint ou comme ensemble, en collaboration avec le parent, on peut voir que c'est tout à fait adéquat pour cet enfant-là. Et à ce moment-là, on s'assure que ce soit un peu constant. Et là, on va commencer à se voir moins souvent dans la phase 2, à chaque 2 semaines, à chaque 4 semaines, etc., etc. Et ça dure 1 an. Cette deuxième phase-là, ça peut durer 1 an, mais on se voit pas souvent. Et l'objectif, c'est que vraiment, ça reste comme ça, tout en réduisant la thérapie et en s'assurant que ça soit encore maintenu. C'est la phase de maintien. Ouais, fait que les parents continuent graduellement, en fait, à diminuer le nombre de commentaires par jour ou le nombre de commentaires de moments qu'ils passent avec leur enfant par semaine, graduellement pour maintenir les chiffres, si on veut, de sévérité du bégaiement dans le temps, puis graduellement arrêter de faire le traitement. Puis ça dure 1 an. Puis après ça, c'est fini. Le LITCOM est terminé après l'année de maintien. Exactement, exactement. Peut-être une dernière chose que j'aimerais rajouter, le LITCOM, le programme LITCOM, comme on a parlé, a beaucoup, beaucoup de bases de données empiriques. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites avec le LITCOM, en grande partie par le Centre de recherche du bégaiement en Australie, le ASRC, dont son directeur est le professeur Mark Onslow. C'est sûr qu'il a pu procurer beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce genre de recherche, parce que faire des recherches prend beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça prend, plus on peut avoir le nombre de participants plus gros, mais mieux c'est. Mais on comprend que le bégaiement, c'est quand même pas quelque chose qui arrive à, comment je pourrais dire, c'est pas aussi fréquent dans la population. Donc, des fois, c'est quand même assez difficile d'avoir le nombre de participants assez gros. Et il y a, je pense, un besoin vraiment criant de recherche pour d'autres programmes aussi, parce qu'il y a d'autres options. Et ça serait bien de pouvoir avoir plus de bases empiriques pour ces autres options-là. Et pour le LITCOM aussi, que ce soit que d'autres personnes puissent faire les recherches. Elles ont été beaucoup faites par le ASRC parce que c'est eux qui ont l'argent. Et ou aussi plus de données pour savoir à long terme comment ça se passe. Personnellement, c'est sûr que moi, je le vois dans mes clients, donc je vais leur écrire à chaque année, à chaque 2 années, etc., pour voir comment ça se passe. Donc, c'est sûr que moi, je suis biaisée vers un côté, mais ça serait bien d'avoir ces données-là de façon empirique, mais vous comprendrez que c'est une tâche gigantesque de pouvoir garder contact avec des participants de recherche puis faire des follow-up pendant très, très longtemps. Est-ce que ça arrive qu'il y a des enfants ou des familles à qui le LITCOM, ça convient pas ou que le traitement commence, puis on se rend compte que finalement, que l'enfant est pas bien ou que le parent est inconfortable ou qu'ils n'ont pas le temps, tu sais? Puis dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est une très bonne question, en fait, parce que on sait que dans différentes parties du monde, en fait, on est un peu biaisé par différents traitements qui sont accessibles à nous. Donc, par exemple, en Angleterre, ils vont faire le Paling PCI pas mal tout le temps. Dans d'autres pays, ils vont prendre d'autres thérapies qui sont plus accessibles à eux et ça fait un peu un bout de neige. Le Restart, non, c'est ça. C'est ça. Donc, et il y a une autre place, par exemple, il y a une thérapie qui s'appelle Mini-Kids c'est dans la partie, en tout cas, il y a une partie de Netherlands où ils font surtout ça. Oui, je pense, oui, c'est ça.
Et presque toutes les orthophonistes vont faire ça avec beaucoup de succès. En Australie, ils font le LECOM surtout avec beaucoup de succès. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que on peut faire une thérapie avec pas mal, beaucoup d'enfants, mais il faut faire attention qu'il n'y a pas de thérapie qui sera bonne pour tous les enfants. Et je pense avec le LECOM, c'est des fois, et je pense que c'est pas juste le LECOM, mais c'est aussi avec toutes les autres thérapies, c'est de voir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour cet enfant. Des fois, on a des enfants qui arrivent dans le bureau pour un bégaiement, mais peut-être que le bégaiement, c'est pas la majeure là, dans ce cas-ci. Peut-être c'est plus un trouble du langage, peut-être c'est un autisme, peut-être c'est un trouble du comportement. Et c'est sûr que le bégaiement, c'est quelque chose qui est très visible, entre guillemets, pour un jeune enfant. On le voit quand il y a des répétitions, quand il y a un blocage. C'est clair là, que c'est un bégaiement. Tu sais, les parents, on se pose pas la question, qu'est-ce que c'est? On le sait tout de suite, c'est un bégaiement. Tandis qu'un trouble du langage, peut-être qu'on va pas le savoir. Un trouble du comportement, peut-être qu'on ne saura pas. Même tu sais, quelqu'un qui est dans le spectre de l'autisme, peut-être qu'on ne le verra pas. Fait que le parent, il vient pour ça, ce dont il voit tout de suite. Et nous, comme orthophonistes, il va falloir qu'on démêle tout ça pour pouvoir bien guider la famille dans quoi il devrait commencer. Parce que faut savoir qu'est-ce qui va donner le plus comme habileté de communication globale là, à cet enfant. Et que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis des fois, c'est vrai qu'il y a des parents, moi je pense par expérience, des fois, comme je vous disais, le LECOM, il faut que ça soit le fun pour l'enfant et pour le parent. Et des fois, quand pour le parent, pour X raisons, ça devient vraiment trop pour le parent. Ça m'est arrivé peut-être 2 fois en 15 ans. Mais il faut être vraiment ouverte comme orthophoniste, pouvoir en parler, avoir cette confiance avec le parent pour pouvoir discuter, puis pouvoir faire pour que ça soit bien pour le parent et l'enfant et ajuster nos affaires. Comme orthophoniste, tu peux vraiment aller à l'encontre de qui on a en avant de nous. Peu importe. Ben c'est ça, faut écouter notre jugement, faut écouter la famille, ouais, on a beau avoir un programme LECOM avec des règles, mais faut quand même regarder à qui on s'adresse là. Est-ce que ça fonctionne toujours ce que je fais? Est-ce qu'ils sont contents? Tu sais, c'est vraiment la base, hein? Est-ce que l'enfant a du plaisir? Tu sais, je veux dire. Exactement. Puis c'est ça. Il faut pas abandonner rapidement. Comme formatrice, je vais vous dire, abandonnez pas tout de suite, mais en même temps, il faut quand même être vraiment à l'écoute. Moi, je pense que c'est ça. Il faut être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de l'enfant, à l'écoute du parent et trouver la façon d'aller de l'avant ensemble. Ouais, merci beaucoup, Merci Gisela. beaucoup. Merci à vous. Riche. Merci. Là, on continue avec, j'avais envie de parler du Restart DCM. Donc, le Restart DCM, ça veut dire Demands and Capacities Model. C'est ça que ça veut dire. Le modèle de demande et capacité. Je le mets après le LECOM parce que les objectifs sont un peu similaires. C'est d'avoir très peu ou pas de bégaiement dans la parole de l'enfant d'âge préscolaire. Ça reste quand même le but principal du Restart. Mais ce qui est différent, c'est que là, on va être beaucoup plus large dans l'approche. Tu sais, le LECOM, c'est beaucoup axé sur la fluidité, sur le bégaiement, sur la parole, tu sais. Mais dans le Restart, il y a vraiment un aspect plus large de se sentir bien, des aspects émotionnels, cognitifs, d'avoir une relation parent-enfant qui est agréable. Donc, tu sais, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus large. Et en gros, le Restart, ce que ça implique, en fait, c'est que le bégaiement est vu comme la conséquence d'un déséquilibre chez l'enfant. Ça veut dire qu'il y a des capacités insuffisantes pour produire une parole fluide en fonction des demandes imposées dans son environnement, donc externe, mais interne aussi, des demandes que l'enfant s'impose à lui-même. Et le but, en Restart, ça serait d'atteindre un équilibre entre les demandes et les capacités. Et quand on parle de demande et capacité, il y a 4 grands domaines sur lesquels on va se poser, sur lesquels on va travailler ou qu'on va se pencher. On a le domaine moteur, linguistique, émotionnel et cognitif. Fait que ça veut dire que dans un premier temps, il y a 4 phases. Là, on pourrait en parler longtemps. Là, c'est sûr que tous ces programmes-là sont très, très bien documentés, mais les 4 phases du programme Restart, en premier, c'est de diminuer les demandes. La première phase, c'est de diminuer les demandes internes et externes au niveau moteur, linguistique, cognitif et émotionnel. Et un exemple très concret, là, le Restart, là,
une des approches centrales, je dirais la pierre angulaire là, du restart, c'est de diminuer le débit de parole du parent. Ouais. Tu sais, d'avoir... Parce que souvent, quand on parle avec une parole vraiment plus lente comme ça, ben on pose moins de questions. On met moins de demandes un petit peu. Alors, on fait des phrases plus courtes, on pose moins de questions. Il y a d'autres... comme un effet domino avec d'autres aspects de la parole. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, concrètement, là, c'est vraiment de faire à tous les jours des moments avec l'enfant. Puis, tranquillement, c'est d'utiliser des stratégies le plus souvent possible, en fait. Fait que, tu sais, d'avoir un débit de ralenti, par exemple, le plus souvent dans la journée possible. C'est ça. Fait que ça, le restart, là, c'est très résumé, là, mais ça ressemblera à ça. Puis là, ben, l'orthophoniste, dans le fond, a des rencontres avec les parents, l'enfant, et des fois avec les parents seulement, pour essayer de les amener à diminuer les demandes envers l'enfant. Et c'est des choses qui, sur papier ou en théorie, paraissent tellement simples à faire, tu sais, de ralentir son rythme de parole, par exemple, mais on voit en clinique que c'est, pour certains parents, même pour la majorité, c'est difficile là, d'y penser. Puis c'est pour ça que j'aime le fait qu'il y a des séances par jour, tu sais, un 5 à 10 minutes de temps spécial par jour où tu le fais à fond, là. Puis après ça, progressivement, si tu es capable d'incorporer ça dans ta vie quotidienne, tant mieux. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a vraiment cet aspect-là, mais t'as raison, c'est pas facile de Non, faire c'est pas ça. facile. Puis le restart, ce qui est intéressant, moi j'ai eu la formation là, en 2023, là, c'est 30 heures de formation, c'est vraiment super là, comme formation. Puis tu sais, ce que j'aimais, c'est que quand on n'est pas capable de ralentir notre débit là, en tant qu'adulte, là, ben souvent, il y a un contexte derrière ça. Ça veut-tu dire que notre horaire de vie a pas de bon sens? Tu sais, qu'on est comme « OK, vite, 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 là, faut aller à l'école, là, faut aller à la garderie, tu sais. » Fait qu'il y a aussi toute une réflexion de « OK, comment je peux faire pour vraiment amener à parler plus lentement? Est-ce que c'est de libérer des choses dans l'horaire? De passer plus de temps pour moi en tant qu'adulte? Pour me ressourcer? » Je sais pas, tu sais, je trouve qu'il y a quand même une réflexion qui est plus large sur... pour que le parent réussisse à mettre en place certaines stratégies ou, tu sais, c'est que diminuer ces demandes-là, tu sais, qui est la première phase, là, qui est une partie du programme, mais qui est une partie essentielle du programme. Donc, c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant, cette approche-là. Puis, tu sais, au niveau des études, il y a une étude qui a comparé le restart avec le LitCom en 2015. On mettra la référence. Et en gros, on voit que la diminution du bégaiement, elle est similaire dans les deux approches. Là. Tu sais, chez les enfants, là, les niveaux de bégaiement sont similaires après les thérapies, mais ça prend un peu plus de temps, le restart, que le LitCom, à atteindre les mêmes objectifs, entre guillemets, là, de diminution de bégaiement. Là. Donc, c'est ça, mais je trouve que c'est une approche quand même qui est assez douce. Tu sais. Et ça me fait penser, avant de passer à la prochaine approche, que souvent, ben, dans bien des cas, en fait, dans la majorité des approches, c'est le parent qui est responsable de mettre des choses en place et on forme le parent. Et je pense que c'est important aussi d'outiller le parent ou de le sensibiliser à pas se mettre trop de pression. Tu sais, que c'est correct des fois si il oublie de ralentir son rythme de parole, puis que c'est tellement correct, même c'est super sain que l'enfant ait des moments dans son quotidien, dans sa vie, où les enfants jouent ensemble, où on parle trop rapidement, on est excité, puis on bégaye plus. Tu sais, que c'est correct aussi, qu'on n'a pas besoin que... Le but, c'est pas nécessairement... Tu sais, c'est pas parce que le bégaiement est plus présent que c'est négatif. Tu sais, il y a des fois, c'est... L'enfant est excité, puis même ça, en soi, que le bégaiement soit présent, c'est correct aussi, tu sais. Ce discours-là est vraiment présent dans la 4e approche, le Palin PCI. Vraiment. Ouais. Ça, là, le Palin, c'est exactement ce discours-là. Donc, tu sais, le but là, du programme Palin PCI, c'est Parent-Child Interaction. Interaction. J'aime comment tu nommes les choses en anglais, puis c'est genre... demands and capacities, parent-child interaction. On pourrait faire un rap ou demander à Dramatique rappeur de venir rappe-nous les thérapies au préscolaire. Donc, mais tu sais, le Palin, puis des fois on va dire le palin. Hey, moi, ça me gosse assez quand on dit palin. Ah, c'est bon, j'aime. Hey, Palin, le Palin. Jamais
entendu ça. Mais ça, c'est très personnel, ça me gosse. Ok, Mais, je veux ouais. dire, si vous dites palin, les orthophonistes dites palin, là, mais moi, Parlons j'aime mieux comme on dire veut. Nous Palin. sommes Bon, libres. Ouais. c'est ça. Mais, tu sais, le but du programme, c'est ça, aider l'enfant à devenir un communicateur confiant, compétent, peu importe son niveau de fluidité. C'est exactement ça. Oui. Réduire... Oui! J'essaie de rester neutre, comme au début. Nous allons vous présenter de façon neutre les très approches. Bon. Mais tu sais, c'est exactement ce que tu disais, tu sais. Pour toi, c'est quelque chose d'important, mais le Péline répond exactement à ça, tu sais. Réduire l'impact du bégaiement sur l'enfant et sa famille. Oui, il y a un aspect d'améliorer la fluidité de l'enfant, il y a bon, ou diminuer le bégaiement, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi augmenter... Oui, on s'en sort pas. Puis, augmenter les connaissances de la famille au sujet du bégaiement. Et ça, c'est très important. Oui, puis favoriser leur confiance à la famille face à la gestion du bégaiement. C'est full important, tu sais, que justement le parent sache quoi faire, sache quoi dire quand il y a du bégaiement. Ouais. Le restart aussi a ces aspects-là quand même, là, tu sais, de parler du bégaiement de manière ouverte, de manière neutre, de manière positive, tu sais. Bon, mais ça, on y va avec le Palin. Dans le fond, ça, c'est une approche qui est tirée... qui provient du Royaume-Uni. Ça va jusqu'à 7 ans, 6-7 ans pour les enfants. Puis c'est de mettre en pratique par le parent certaines stratégies. Donc, on a les stratégies d'interaction. Par exemple, suivre l'initiative de l'enfant, laisser du temps à l'enfant, offrir un bon contact visuel. Il y a des stratégies familiales aussi qu'on peut enseigner. Donc, parler ouvertement du bégaiement dans la famille. Allô, genre, c'est vraiment, tu sais, c'est hot, là, pour vrai. Et là, encore là, on avait dit qu'on voulait pas être... On n'est pas biaisés. Nous ne sommes pas biaisés. Non, mais disons qu'avec avec le principe qu'une thérapie plus holistique en soi, il y a quelque chose de gagnant dans l'holisticité. Je ne sais pas si c'est un mot. Palin répond à ça. Oui, juste pour être certaine, est-ce que Palin, il y a un manuel aussi comme les autres approches? Oui, OK, donc tous ces aspects-là sont documentés, puis le parent est guidé dans... Ça fait genre 10 les que différentes je dis, mais étapes. tout à fait, c'est absolument, ça, absolument. Ouais. Donc, tu sais, l'orthophonie, c'est sûr que c'est d'avoir une formation officielle pour chaque approche. Donc, soit qu'on s'en va en formation LITCOM, en formation Palin, puis ça, il y en a plein maintenant offertes en ligne, que ça soit directement au Michael Palin Center ou il y en a offertes en France par Clément Onnis, entre autres. Honnêtement, tu sais, oui, il y a vraiment une possibilité d'aller se former, puis les manuels sont en ligne souvent. Des fois, il faut, puis faut aller même, les chercher. Tu sais, on sait qu'on manque tous et toutes de temps, que les formations, ça peut coûter cher. Puis des fois, quand c'est pas possible, tu sais, juste aller lire le manuel, il y a des manuels qui sont gratuits. Je sais que le Restart d'ICM, il est en ligne, c'est gratuit, c'est accessible. Le Palin, je sais pas, mais il y a de l'information beaucoup parce que ça existe depuis longtemps. Fait que, tu sais, de se former en lisant quand c'est pas possible d'aller à des formations en propre et due forme, en bonne et due forme. C'est aussi bon aussi, tu sais. C'est mieux que rien. Mais moi, c'est sûr que j'encourage les orthophonistes à aller vraiment faire les formations officielles. Vraiment. Parce que, tu sais, le Restart, c'est 30 heures de formation, puis tout est bon là, dans cette formation-là. Tout est valide et les heures qu'on est là, c'est légitime. Là. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense, mais quand même, tu sais, oui, puis le Palin n'est pas disponible, je crois. Moi, je l'ai eu via la bibliothèque de l'Université de Montréal. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a certaines affaires qui sont peut-être pas en ligne nécessairement gratuitement. Il faut l'acheter, le Palin. Mais tout ça pour dire que c'est ça, si on vient aux stratégies, là, donc des stratégies d'interaction, des stratégies familiales, puis des fois des stratégies pour l'enfant. Donc, que l'enfant connaisse mieux son bégaiement, qu'il puisse faire de la désensibilisation, qu'il puisse favoriser son estime, des choses qu'on fait avec lui pour favoriser son estime personnelle, bon, etc. Puis, tu sais, le Palin, il y a toute encore là, une structure, c'est 6 rencontres qu'on voit après ça, on mesure, on prend une pause, le parent refait les choses à la maison, on se revoit après en clinique. Il y a toute une structure là, qui est déjà établie. Voilà, fait que c'est une approche qui est quand même très intéressante. Et la dernière approche dont on pourrait parler, c'est Mini Kids. Et on reçoit Christine Tournier qui va nous parler de cette approche. Oui, merci Christine. Bonjour, je suis Christine Tournier, orthophoniste en France et je vous parle de Mini Kids.
Donc Mini-Kids, c'est un programme qui est développé par Verle Valkens. Il est surtout pratiqué en Belgique néerlandophone et il a été élaboré à partir d'un programme allemand qui s'appelle Kids, qui est pour les 6-12 ans initialement, qui a été proposé par Peter Schneider et Patricia Sandreiser. Donc Kids, c'est un acronyme qui signifie Kindern dürfen stottern. Les enfants sont autorisés à bégayer. Et Verle Valkens a développé une branche de ce programme de traitement pour les enfants de 2 à 6 ans. Donc il y a une phrase qui soutient l'ensemble de ce programme, c'est « Les enfants qui bégayent peuvent déjà parler de manière fluide, ils ont juste besoin d'un modèle pour gérer leur moment de bégaiement ». C'est une phrase de Peter Schneider. C'est une approche directe qui part des réactions de l'enfant à son bégaiement, c'est-à-dire que c'est un programme qui est utilisé à partir du moment où l'enfant manifeste que le bégaiement le gêne d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un programme très structuré et basé beaucoup sur la manipulation et la pratique par le jeu. Les ingrédients de ce programme, c'est d'abord la désensibilisation, c'est-à-dire qu'on vise pour l'enfant à oser bégayer et pour les parents à oser faire des pseudo-bégaiements. Le traitement est très structuré et il y a des différences entre 2 et 4 ans et puis pour les 4 à 6 ans. Principalement, ces différences vont porter sur l'identification, c'est-à-dire qu'on ne propose pas à l'enfant avant 4 ans d'identifier ses moments de bégaiement. On va juste l'exposer à la production de pseudo-bégaiements. Le but, c'est toujours de rendre le bégaiement et la parole plus facile pour l'enfant par la modélisation. C'est d'abord l'orthophoniste qui modélise et puis le parent est invité à le reprendre et le reprendre à la maison. Et on vise toujours à parler ouvertement du bégaiement, c'est-à-dire le nommer, l'autoriser et le tolérer, c'est-à-dire pas forcément trouver ça très agréable de bégayer, mais en tout cas être dans la tolérance par rapport à ces moments-là. Et il y a une forte implication des parents. C'est un programme qui est intéressant, je trouve, déjà parce que dans le manuel, il y a beaucoup de détails sur le développement de la métacognition et surtout le continuum du développement de la conscience du bégaiement chez l'enfant. Donc Verle Valkens, elle a étudié beaucoup ces notions-là et ça nous permet vraiment de repérer les signes de gêne ou de réactivité de l'enfant et du coup ajuster le traitement en fonction de ça. Un deuxième aspect vraiment important, c'est de passer un contrat avec l'enfant et aussi du coup avec ses parents. Et donc on négocie vraiment avec l'enfant les objectifs communs à la thérapie et on s'assure que l'enfant est d'accord pour entamer le traitement et on lui parle toujours directement. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'on ne parle pas au-dessus de la tête de l'enfant, c'est-à-dire que même les moments d'explication un peu théoriques sur le bégaiement ne se font pas en aparté avec l'enfant présent. Par contre, c'est réservé à des séances où il y a seulement les parents. Une fois toutes les 6 séances à peu près, il est proposé de faire un point avec les parents pour rediscuter de l'évolution de la thérapie. À partir de ce contrat, on fixe avec l'enfant et ses parents des objectifs qui sont basés sur ce qu'on observe de l'extérieur, les symptômes observables du bégaiement, de la lutte ou de l'évitement, sur les émotions, les cognitions, les attitudes et aussi on tient compte des facteurs de risque et donc là ça reprend pas mal d'éléments du Restart DCM, donc le modèle capacité-demande ou des éléments qu'on peut trouver aussi dans le Palin PCI. Mais l'objectif final de ce traitement est toujours la récupération la meilleure possible, c'est-à-dire la disparition des symptômes observables du bégaiement ou au cas où ces symptômes observables ne disparaîtraient pas, la réduction maximale de l'impact de celui-ci. Concrètement, on fait une évaluation très détaillée, donc ça ressemble vraiment au PCI ou au programme capacité-demande, c'est-à-dire qu'on va vraiment explorer très finement le développement de l'enfant sur les plans linguistiques, cognitifs, affectifs, moteurs. Et ensuite, la thérapie est centrée sur le jeu. En principe, c'est des séances d'1 heure qui sont hebdomadaires. On utilise le pseudo-bégaiement, ça c'est vraiment l'essence du programme. Et pour les rendre plus clairs pour l'enfant, on prend des comparaisons, donc les mots grenouille pour les répétitions de syllabes, les mots serpent pour les prolongations et puis les mots de Winnie l'ourson qui est bloqué dans son pot de miel pour les blocages.
mais en gros, on utilise beaucoup de jeux, de petites figurines, de marionnettes, et on se centre beaucoup, en particulier entre 4 et 6 ans, sur les centres d'intérêt de l'enfant. Donc on va faire beaucoup d'activités qui sont vraiment à partir de ce que l'enfant aime, et son expérience va nous servir de comparaison pour explorer un petit peu ce bégaiement et réduire la réactivité par rapport à celui-là. Pour terminer, donc ce programme est actuellement en étude randomisée contrôlée en Belgique avec un programme de recherche qui s'appelle TreatPacks. Et l'idée, c'est de comparer 3 branches de traitement, donc Mini-Kids, un programme en TCC qui est utilisé en Belgique, et puis le programme LeadComb. C'est un programme très intéressant et prometteur, et je vous invite donc à aller voir un peu les ressources, le site de Verley Velkens, et à la contacter si vous êtes intéressé. Et voilà, à très bientôt. Là, maintenant, on a parlé des 5 approches principales qui ne sont pas non plus... il y en existe sûrement d'autres, là, dans le sens qu'en préscolaire, il y en a d'autres, il existe plein de choses partout dans le monde, mais les 5 approches dont on vous a présenté aujourd'hui, on pense quand même que c'est des approches qui sont les principales, entre guillemets. Puis là, sachant tout ça, c'est de voir quelle approche utiliser avec les familles. Est-ce que c'est efficace? On a beaucoup ça, mais l'efficacité, l'evidence-based practice, oui, quelle approche est la meilleure, tu sais? Puis là, Jen, je voulais que tu nous parles de ta discussion avec Nan Bernstein-Ratner au congrès de la NSA, la National Stuttering Association, parce que c'était vraiment pertinent. Ouais. J'ai rencontré, je connaissais Nan Bernstein-Ratner de nom, même je l'avais rencontrée à des congrès par le passé. Et pour vous mettre en contexte, c'est une chercheure et elle est derrière, elle fait partie des 3 éditeurs, des 3 auteurs du livre La Bible du bégaiement, de Handbook of Stuttering. On va mettre la référence dans nos sources. D'ailleurs, toutes les références qu'on a utilisées pour cet épisode seront dans nos sources. Et la plus récente édition de ce livre-là, c'est 2021. Voilà. Et au congrès de la National Stuttering Association, elle a donné une présentation justement sur les thérapies et les approches possibles avec les enfants d'âge préscolaire. Et sa conférence m'a tellement fait du bien. Et j'ai jasé avec elle après. C'est une personne tellement généreuse. Il y avait un banquet après. Elle m'a invitée à m'asseoir à côté d'elle pour qu'on poursuive la conversation. C'est vraiment quelqu'un de sympathique, de chaleureuse et de rassembleuse. Et bref, sa conversation m'a vraiment fait du bien parce que dans le domaine, au Québec et ailleurs, il y a cette idée que l'ITCOM, dont on a parlé parmi les 5 thérapies possibles, il y a cette idée que l'ITCOM devrait toujours être le premier choix et la meilleure thérapie. Et il y a cette idée aussi que au préscolaire, le but, c'est vraiment que le bégaiement soit éliminé ou au mieux soit diminué. Donc, on a tendance à se concentrer beaucoup sur ça. Et ça, c'est pas la faute de personne, c'est la culture qu'il y a dans notre domaine pour toutes sortes de facteurs qu'on n'énumérera pas ici, mais on se doute bien lesquels. Voilà, dans sa conférence, et ses propos sont repris dans un article qu'on va mettre dans nos références aussi, qui est un article qui résume en fait une présentation, une conversation entre différents spécialistes qu'il y a eu au 5e symposium sur le bégaiement en Croatie. L'article date de 2024. Et donc, c'est ça. Ce qu'elle présentait est repris dans cet article-là et je me suis permis de traduire de façon libre certains passages de son article. Donc, je vous lis ça. C'est full bon, honnêtement. Là, écoutez bien. Je souhaite préciser que je ne pense pas que la seule ou la meilleure manière de définir les traitements réussis pour le bégaiement soit simplement de les considérer comme des traitements qui éliminent le bégaiement. Et elle poursuit, si l'objectif des thérapies préscolaires est de guérir le bégaiement de manière à ce qu'un enfant ne bégaie plus jamais, je ne pense pas que nous disposions de thérapies si
significativement meilleurs que les taux de récupération spontanée. Et elle poursuit un peu plus loin. Ouais, ouch, parce qu'il y a cette idée que... Il y a cette idée qui peut faire sentir des parents coupables, qu'il y a une certaine... que consulter va significativement améliorer les chances que l'enfant ne bégaie plus. Et on n'est pas en train de dire que c'est faux, mais ce que Nan Bernstein-Ratner montre par ses recherches et dit dans ses présentations, c'est que les données dont on dispose actuellement sur les thérapies, ça permet pas de dire « Ah oui, si un enfant consulte, ben ça augmente significativement ses chances de plus bégayer. » Ouais, ou hors de tout doute, la thérapie fait en sorte qu'il y a moins de bégaiement versus c'est ça. C'est pas si clair que ça. On n'a pas encore assez de données pour avoir une séparation aussi marquée, là. Oui. Et elle poursuit en disant « Maintenant, je ne dis pas que les thérapies existantes ne réduisent pas le bégaiement chez les enfants. Ouais, on pourrait dire au positif, là. Donc, elle dit qu'il y a certaines thérapies existantes qui peuvent réduire le bégaiement chez les enfants. C'est vrai. Et elle poursuit de toute évidence, certaines le font, mais elles agissent, à mon avis, probablement comme l'aspirine agit pour soulager un mal de tête. Le bégaiement, comme le mal de tête, disparaîtrait avec le temps par eux-mêmes. Cependant, les données que nous avons semblent, selon moi, suggérer que ces thérapies que nous avons aident les enfants qui auraient cessé de bégayer naturellement à le faire plus rapidement. Donc, autrement dit, là, je vais juste répéter, mais ouais, voilà. Pas de autrement dit. C'est ça. Mais tu sais, encore là, ces positions-là, on le sait que c'est très controversé. Il y a des groupes australiens ou des groupes ailleurs dans le monde qui sont pas du tout d'accord avec ce genre de position-là. Nous, on est là pour vous présenter ce qui existe. Puis d'avoir un jugement critique aussi par rapport à ce qu'on entend. Parce que nous, pendant longtemps, on se disait « mais c'est absolument l'ITCOM qu'il faut faire, c'est ça le plus efficace ». Puis après ça, c'est de revoir tout ça, de rien prendre pour du cash, tu sais. Puis ce qui m'avait tellement fait du bien dans sa présentation, c'est qu'au début, elle avait dit qu'on a tendance dans notre profession à voir les enfants d'âge préscolaire comme un groupe qui est distinct de ce qu'on fait avec les enfants plus vieux, donc mettons de 8 ans et plus, et les adultes. Puis dans la recherche, c'est reconnu que dans la thérapie pour les enfants plus vieux puis les adultes, c'est vraiment recommandé, puis il y a une espèce de consensus sur l'importance de parler des aspects psychosociaux et d'intégrer des éléments d'éducation psychologique, comme on a parlé dans l'épisode 7 du podcast. Et ce que Nan Bernstein-Ratner recommande, c'est justement de faire la même chose avec les enfants d'âge préscolaire aussi, parce que selon elle et selon ses recherches, c'est impossible pour le moment, en tout cas, de prédire quel enfant va continuer à bégayer et quel enfant va cesser de le faire. Et pour cette raison-là, elle dit, et je la cite, « Il est nécessaire que tous les programmes préscolaires travaillent sur les composantes affectives et cognitives du bégaiement qui deviennent chroniques et pas seulement sur les comportements de fluidité, donc sur les aspects touchant à la parole. » Et finalement, je la cite pour une dernière fois, les cliniciens et cliniciennes devraient se sentir libres d'utiliser les thérapies qui semblent à améliorer les attitudes et ou la fluidité pour les enfants comme ils le jugent approprié, tu sais, donc qu'ils exercent leur jugement comme orthophonistes sur les thérapies qui sont proposées. Puis de manière individuelle. Ouais. D'utiliser les thérapies. Que c'est individualisé. C'est ça, c'est individualisé. Et elle termine en disant, je sais pas si elle terminait son paragraphe, mais nous, on termine avec sa citation qui dit « Nous ne pouvons pas également
nous ne pouvons également pas prédire actuellement quels enfants se rétabliront. C'est pourquoi il est important que les cliniciens et cliniciennes travaillent à développer des attitudes saines envers la parole et le bégaiement chez les enfants et leurs parents. Donc, ça ne veut pas dire... elle n'est pas en train de guider quel choix de thérapie faire, mais elle dit que c'est vraiment important que ces aspects-là, chez les parents et chez l'enfant, soient abordés aussi. Je me permets un bref entracte dans notre épisode parce qu'à l'étape de l'édition, on s'est rendu compte qu'on parle beaucoup de l'importance d'aborder les aspects psychosociaux du bégaiement, par exemple les émotions ressenties par les enfants. Et on s'est dit que ce serait bien pertinent de vous donner des exemples concrets de ça. Et donc, on a fait appel à Sophie Archambault, propriétaire de la clinique Le Hérisson à Gatineau. Judith et moi, on connaît bien Sophie, entre autres par son implication au camp estival de l'Association des jeunes bègues du Québec, ainsi que dans la communauté de pratique en fluidité. Et on admire beaucoup son travail et sa passion pour l'orthophonie holistique. On vous laisse donc l'écouter. Ensuite, Judith et moi, on vous revient pour continuer notre conversation en abordant les principes d'Evidence-Based Practice, soit la pratique basée sur les preuves. À tantôt! Bonjour, je suis Sophie, une maman de 3 enfants et une orthophoniste passionnée de bégaiement. Geneviève m'a interpellée pour vous parler des émotions chez les enfants du préscolaire qui bégayent. Comme orthophoniste, mon rôle auprès des enfants qui bégayent et leur famille est de soutenir l'enfant à devenir le meilleur communicateur possible avec ou sans son bégaiement. Aider à exprimer les émotions peut faire partie de ce travail-là. Le bégaiement est vraiment complexe et multifactoriel. C'est fascinant. Les émotions, c'est un sujet super passionnant pour moi parce qu'un bon nombre des parents qui entrent dans mon bureau, physique ou virtuel, me disent que les enfants semblent bégayer plus quand ils vivent des émotions intenses. C'est très difficile pour un jeune enfant de gérer sa parole et ses émotions en même temps. De plus, les chercheurs croient qu'il existerait un lien entre le bégaiement persistant et le fait d'avoir une plus grande réactivité émotionnelle combinée à une plus faible capacité à s'autoréguler. Les émotions et leur régulation sont donc super importantes dans l'intervention en bégaiement chez les tout-petits. Mais avez-vous déjà pensé à quoi servent les émotions? Elles servent à nous informer, à nous pousser à agir et à communiquer aux autres ce qui se passe pour nous. C'est vraiment important. Elles peuvent être positives ou négatives. Parfois, elles sont inconfortables tant pour la personne qui les vit que son entourage, particulièrement si c'est une émotion négative. Comme parents, nous avons parfois tendance à nier les émotions négatives de nos enfants. Je vous donne un exemple. Si mon garçon me dit « Elle m'a encore regardé, je la déteste », et je réponds « Mais non, tu ne détestes pas ta sœur, voyons », alors je nie son émotion. Ma réaction est tout à fait normale parce que je me sens inconfortable avec le fait qu'il dise détester sa sœur. Pourtant, mon travail de parent est de reconnaître et de nommer les émotions exprimées par mon enfant. Dans la même situation, je pourrais dire « Tu es en colère parce que ta sœur t'a regardé et t'avais envie de lire tranquille. » Mon commentaire permet à mon fils de se sentir validé et l'émotion qu'il vit prend moins de place. Il passe donc à autre chose. Les enfants apprennent par notre aide que toutes les émotions sont valides, mais que certains comportements ne sont pas acceptables. Connaître le vocabulaire pour exprimer les émotions est super utile pour l'enfant qui bégaye. Ça lui permet de verbaliser plus facilement ce qu'il vit. Pour y arriver, j'utilise des jeux, du dessin, des livres où je fais des modèles que l'enfant associe à un vécu. Doucement, les enfants comprennent du vocabulaire des émotions de plus en plus complexes. Quand on connaît des mots pour les émotions, on peut identifier leur grandeur. Est-ce que c'est une petite, une moyenne ou une grande colère? Les émotions n'ont pas toutes la même force.
J'utilise souvent une balle d'extension pour permettre à l'enfant de me montrer la grosseur de son émotion. Avec un enfant qui bégaie, cette stratégie est souvent très utile quand il est très excité de vous raconter quelque chose. Vous pouvez alors le nommer. Je vois que tu es vraiment super excité de me raconter. Je t'écoute. Le fait de nommer l'émotion et son intensité peut l'aider à réduire un peu son impact et aider aussi votre enfant à être plus disponible pour formuler son message. C'est aussi utile de comprendre que les émotions sont passagères. Les enfants vivent l'émotion dans le moment présent, dans toute son intensité. Ils ne pensent pas au fait que les émotions vont et viennent comme des vagues. Dans l'inconfort, c'est vraiment utile de s'en rappeler. Une façon très simple de le faire est de le verbaliser. Tu étais très en colère. Maintenant, j'observe que tu sembles te sentir plus calme. Enfin, on peut aider l'enfant qui bégait à apprendre à s'autoréguler. Une des façons les plus simples d'y arriver est de donner des modèles en verbalisant notre propre pensée. Par exemple, dans un jeu, je peux dire « Je suis un peu déçue que ce ne soit pas mon tour de commencer. J'espère pouvoir commencer la prochaine fois. » J'enseigne donc à l'enfant mon discours intérieur qu'il pourra imiter. Les enfants sont souvent très créatifs quand vient le temps de créer des solutions qui leur conviennent. Si je résume rapidement, pour soutenir mon enfant qui bégait, je reconnais ses émotions avec des mots, même les émotions négatives. J'enseigne le vocabulaire des émotions. Je me pratique à identifier la force des émotions avec mon enfant. Je travaille à prendre conscience que les émotions sont passagères et j'enseigne l'autorégulation des émotions grâce à du modelage. Je vous souhaite une belle exploration. Ça nous amène à parler d'evidence-based practice. C'est quoi les bases, la pratique factuelle basée sur des données probantes? Mais tu sais, ce qu'on sait, là, c'est que, tu sais, le fameux triangle de l'evidence-based, là, tu sais, on le sait qu'il y a la partie étude. Bien sûr que nous, les orthophonistes, on est formés à regarder ce qui est fait dans la littérature, s'inspirer de ce qui est fait dans la littérature et suivre aussi ce qui est recommandé dans la littérature, c'est ça. Mais les deux autres pointes du triangle, c'est les besoins du client, le client en tant que tel, dans son environnement, dans toute sa complexité de personne qui vit avec un bégaiement. Et nous, la dernière pointe du triangle, c'est nous, le clinicien. C'est quoi nos connaissances qu'on a? C'est quoi nos compétences? C'est quoi nos forces? Et tout ça est relié à l'evidence-based. Donc, par exemple, une orthophoniste qui commence, qui n'a aucune expérience, qui se dit « Ah, j'ai un enfant d'âge préscolaire, je vais faire du LitCom parce que c'est ça qui est le plus documenté. » Mais finalement, la famille, c'est pas un programme qui serait le mieux pour cette famille-là. Bien, c'est pas evidence-based, là. Si on comprend. Fait que c'est vraiment d'aller chercher oui, d'être au courant de ce qui se passe dans la littérature, de savoir c'est quoi les dernières avancées scientifiques, mais c'est quoi les besoins que la personne a et que la famille a. Et nous, en tant que clinicienne, c'est quoi? Je suis formée en quoi? Est-ce que je les ai eues, les formations Palin, Restart, LitCom, Westmead, est-ce que je le connais? Puis de voir, ben là, j'ai plus d'options justement pour répondre aux besoins de la famille. Fait que c'est ça. Fait que tout ça ensemble fait en sorte que quand on répond bien aux besoins de la famille, en utilisant nos compétences en tant que clinicienne, et justement en se basant sur ce qui est fait le plus possible dans la littérature, ben c'est ça qui est le plus efficace. C'est ça qui est... Oui, parce que c'est incompatible avec les principes de l'evidence-based practice de toujours faire le même traitement, de toujours utiliser la même approche avec tout le monde. C'est incompatible. Mais on sait que dans certains milieux, l'ITCOM va être vu comme, ben c'est la seule approche qui est éthique de faire même, parce que c'est la seule approche supposément qui aurait des données probantes. Et parfois, c'est difficile comme clinicien, une clinicienne de dire j'aimerais ça faire une autre approche parce qu'on sait qu'il y a de la résistance dans le milieu où on pratique. Mais pourtant, c'est vraiment important, tu sais. Ben oui, vraiment. Puis tu sais, on le sait que le LitCom, nous, au Québec, on a quand même un grand billet, je dirais, du LitCom. Il y a eu une vague, là. Ça a commencé en 2007. Moi, je me souviens, 2007-2008. Moi, j'ai été dans le groupe d'étudiants. On a traduit le LitCom. Le premier
en français. Le premier programme en français, je l'ai traduit avec deux collègues, puis c'était la première formation en 2008 qui a été donnée à Montréal, en Litcom, en français, tu sais. Puis il y a eu une vague Litcom, là, monstre sur le Québec depuis ce temps-là, mais dans les 10 années suivantes. Puis là, dans les dernières années, on se re-questionne un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que c'est d'autres choses? Mais il y a d'autres pays que c'est pas ça. Il y a d'autres pays comme, c'est ça. tu sais, que la majeure, ça va être le Restart. D'autres pays que le majeur, ça va être du Peel-In, tu sais, au Royaume-Uni. Donc, tu sais... Puis en Australie, clairement, il y a du Litcom aussi, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est plus après ça de se dire, OK, on prend du recul face à tout ça. Qu'est-ce qui existe comme approche? Et de le présenter comme ça aux parents. Ouais. Il existe ça. Disons les 5 qu'on a parlé tout à l'heure. Et vous, en tant que parent, en tant que famille, qu'est-ce que vous sentez qui serait le mieux pour votre enfant? Ouais. C'est ça, moi, je trouve. J'aime beaucoup, Judith, que tu présentes les différentes approches possibles aux parents. Je sais que tu en parles dans tes formations sur le bégaiement aussi, puis je trouve tellement que c'est pertinent parce que, ça leur donne le choix, mais ça les informe sur ce qui est possible de faire, puis même, ça peut jouer sur leurs croyances ou ce qu'ils pensaient que leurs besoins étaient. Souvent, la majorité de la population a cette idée que consulter un ou une orthophoniste va régler le problème, entre guillemets. Et pas juste pour le bégaiement, là, il y a des témoignages de gens qui consultaient pour une dyslexie, mettons, puis qui avaient cette idée-là que l'orthophoniste ferait que leur dyslexie disparaîtrait, tu sais, mais c'est ça, donc il y a cette croyance-là, puis je pense qu'il y a des parents qui peuvent même pas penser au fait que c'est possible qu'il y a des thérapies qui abordent les aspects plus psychologiques ou l'hygiène, pas psychologique, les aspects psychosociaux, tu sais, qui pensent même pas que c'est possible. Donc, en leur présentant les différentes approches possibles, c'est un paquet d'informations qu'on leur donne qui leur permettent de réfléchir « Ah, mais qu'est-ce que je veux au fond? Quel beau bégaiement! » Mais c'est ça, puis les modalités aussi, tu sais, on parlait de ça un peu avant d'enregistrer, tu sais, d'avoir des groupes de parents, par exemple. Peu importe l'approche, des groupes de Litcom ou juste des groupes de discussion de parents qui ont des enfants d'âge préscolaire qui bégayent pour se sentir moins seuls, avoir des exemples de d'autres parents. Puis ça fait peut-être que, justement, on est des meilleurs parents après, quand on se sent soutenu, quand on se sent compris, quand on sent que le bégaiement, on n'a pas à avoir peur de ça nécessairement. Il y en a que oui, ils vont vouloir diminuer le bégaiement chez leur enfant. Souvent, c'est ce qu'on entend, c'est ça le besoin du parent. Mais sachant qu'il y a d'autres options, puis de dire « Hey, là, on peut-tu se calmer le pompon? » Ça, je le dis souvent, de se calmer le pompon. Mais on peut-tu se calmer pour dire « Regarde, je peux apprécier le moment que j'ai avec mon enfant, puis il y a du bégaiement, c'est vrai, mais j'apprécie, je le trouve drôle, j'ai du plaisir avec lui. » Puis ça fait que peut-être qu'on est... tu sais, j'ose croire que, justement, ça peut faire que le parent est beaucoup plus à l'aise dans sa relation parentale, tu sais, dans son rôle parental. Puis ça peut aider l'enfant clairement, tu sais, à se sentir mieux avec cette différence-là. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de voir aussi, nous, en tant qu'orthophonistes, bon, est-ce que je peux faire des groupes, des sous-groupes, mettre des familles ensemble pour qu'ils se parlent, faire des rencontres de parents, tu sais, avec d'autres professionnels, s'il y a lieu, là, travailleurs sociaux ou psychologues ou peu importe selon les besoins, mais c'est ça l'être evidence-based, être une pratique basée sur les données probantes, c'est d'aller chercher tous ces aspects-là pour répondre aux besoins. Fait que c'est vraiment d'écouter le besoin, de comprendre le besoin, leur montrer les options, de les faire choisir aussi. Tu sais, moi, je me dis, moi, je trouve que la vision d'une orthophoniste qui est prescriptive, je trouve ça très désuet. Je trouve ça désuet, en fait. Je trouve qu'on est pas... C'est plus ça, là. J'ai l'impression, c'est beaucoup plus de présenter les approches. Puis ça, on parle de préscolaire, mais c'est la même chose, scolaire, adolescent, adulte, là. C'est la même chose. Présenter les options, puis la famille a un certain... Moi, souvent, depuis que je fais ça, les gens vont faire « Ah, le Restart, je trouve ça intéressant. » ou « Ah, le Peel-In, je trouve ça vraiment intéressant. » OK, bon, on peut l'essayer, tu sais, de voir. Puis le Litcom, des fois, les parents font « Ah non, ça me tente pas. » Ben OK, tu sais, je veux dire, je comprends. Mais tu sais, de comprendre aussi que chaque approche a des plus et des moins. Et il n'y a pas une approche qui est parfaite. Et dans le BP aussi, t'as nommé plus tôt, il y a la composante qui est le jugement de l'orthophoniste. Donc, l'orthophoniste peut puiser dans son expérience clinique pour affiner son jugement dans une situation X. Puis ça s'applique non pas seulement au choix d'une approche qui est faite conjointement avec la famille, mais aussi à l'approche en elle-même.
par exemple, si on fait du Litcom, ben ça se peut qu'il y a des commentaires qui agacent certains enfants, puis qu'on voit que quand on dit qu'il y a une bosse dans sa parole, que ça le fait réagir, puis que ça le frustre, ben là, ça serait peut-être de penser, OK, ben si je fais moins ça, mais je lui dis je lui dis simplement, ah, peux-tu répéter ce mot-là? Ouais, ou j'ai Peux-tu entendu le redire? ouais, c'est ça, j'ai entendu Ouais, le cheval. tu sais, Ah, tu veux-tu redire le cheval, tu sais, de ouais. nommer la difficulté au lieu de dire boss? Mhm. Puis c'est aussi de voir s'il y a une approche s'il y a un choix d'approche qui est fait, puis on voit qu'après X temps, après quelques semaines, quelques mois, ben que ça convient pas, que les objectifs qu'on s'est fixés, il y a pas d'amélioration, ben c'est passé à autre chose. Tu sais, j'ai entendu toutes sortes de choses sur certains Ah ouais. une approche que je ne nommerai pas, mais qui a été utilisée pendant des années avec une enfant, tu sais. Ouais, non, c'est Puis ça. là, c'est de l'acharnement thérapeutique, tu sais, Ouais, ben c'est à un moment donné, ça ça. marche pas, passe à autre chose, tu sais. Il y Tout a à aussi fait. ça, ouais. Puis, mais tu sais, le message sous-jacent, je pense, c'est encore là de dire il faut absolument que le bégaiement s'en aille. Sinon, C'est je suis une ça, mauvaise ouais. orthophoniste ou tu es une mauvaise personne qui bégaye ou la famille, c'est une. Mhm. Tu sais, c'est Ouais, vraiment ça. C'est harsh, là. ouais. C'est brut de dire ça. C'est comme raide, mais c'est ça, tu sais. Puis c'est de se défaire de cette vision-là aussi, comme Nan le disait dans l'article là, de tout à l'heure qu'on a traduit de façon maison, là, on va le dire, hein, c'est une traduction maison. Ben c'est ça, tu sais, c'est de revoir que la parole qui est bégayée, elle est tout à fait valide Mhm. aussi. Fait qu'après ça, on a Ouais. moins peur quand le bégaiement est là, ça reste. Mais on n'a plus comme «Oh, j'ai échoué en tant qu'orthophoniste». Ben non, mon Dieu. Puis Ben tu sais, non, c'est pas qu'est-ce ça du que tout. le succès d'une thérapie, par exemple, dans le Exact. PLIN? Ben si le parent se sent plus outillé, sensibilisé, bien avec Mm. le bégaiement. Ouais, que l'enfant Même a une bonne peut-être, tu estime sais, personnelle, c'est qui ça, se sente qui confortable en tant que s'empêche locuteur. pas. C'est ça la Puis réussite. surtout C'est qu'il y a ça. du plaisir à parler, que parler n'est pas qu'une source d'anxiété ou de déception ou d'échec même qu'on entend parfois, tu sais. Tout à Ben fait, ça, tout c'est à fait. excellent, là, tu Ben, sais. c'est ça, tu sais. Donc, je Ouais. pense qu'il faut revenir à c'est ça, c'est l'équilibre. L'équilibre Mhm. Ouais. face aux données probantes, face à je veux dire, face à la recherche scientifique, face aux articles qu'on peut lire, face à ce qu'il y a comme option, puis ce que les besoins, tu sais, de bien écouter, de bien comprendre les besoins. Puis en fonction du temps, ça, je suis bien consciente qu'il y a certaines orthophonistes, ils n'ont pas le temps. Tu sais, ils ont comme j'ai 8 rencontres avec la famille, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, c'est vrai qu'il y a certaines Mhm. approches à ce moment-là qui sont peut-être plus réalistes, par exemple le Ben oui, c'est PLIN, qui est plus ça. réaliste Ouais. que du Litcom ou du Restart, qui peuvent prendre Ouais. plus de temps. Fait que, tu sais, là, je vois aussi que dans certains milieux, il y a des contraintes là, tu sais, extérieures à l'orthophonie, ça, bien sûr, mais on fait du mieux qu'on peut, en fait. Je pense que c'est ça. Mhm. Chacun, orthophoniste, on fait du mieux qu'on peut pour accompagner la famille. Puis moi, je trouve que si une famille se sent soutenue, écoutée, se sent pas seule, se sent, c'est ça, outillée, a du Mhm. plaisir à parler, ben mon Ouais. Dieu, je trouve tellement que c'est déjà tu sais, c'est majeur, là, Ouais, comme vraiment. réussite versus une famille qui voudrait juste que l'enfant arrête de bégayer. Puis là, il y a encore moi, j'ai déjà vu des familles que, tu sais, le niveau de Mm. bien-être est en fonction du bégaiement. La maman, elle n'était bien que quand le bégaiement était bas. Ouais. C'est Mais c'est un c'est 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 pas enfant banal, là, tu sais, je veux peut dire. tellement ressentir ça, puis c'est un Ben oui, énorme stress, là, ben pour c'est ça. l'enfant. Exact. Tu sais, d'être regardé à travers cette lentille-là, même inconsciemment, là. Ben c'est ça. Puis aussi l'espèce Ouais. de on pourrait terminer Mmh. avec cet aspect-là, tu sais, le fait de vite, 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 faut faire les thérapies avant 6 ans. Oh mon Dieu, sinon tout le monde va exploser, tu sais. Mmh. Ben là, j'ai l'impression que le bégaiement va rester, là, c'est ça, l'explosion. Ah! Mais tu sais, encore là, je me dis, mais moi, là, si je suis parent, puis on me dit, ben non, mais là, il est trop tard, puis là, il est trop vieux, puis ben comment je vais. C'est quoi, qu'est-ce qu'on crée chez le parent, là? On est en train de Mmh. créer une culpabilité qui est immense, Ouais. qui est tellement. Puis après ça, la relation, ça teinte la relation parent-enfant, cette culpabilité-là, pour des années peut-être. Donc, tu sais, moi, je suis vraiment plus à dire, regarde, mettons, l'enfant, il y a 6 ans, 7 ans, ben là, présentement, vous êtes dans le bureau, il y a une demande, il y a un besoin, on va y répondre, et ça va. Ça Mmh. va. Je veux dire, l'enfant, on veut qu'il soit bien. Ouais. Puis je veux dire, il n'y a pas de. C'est sûr que quand on regarde la littérature, c'est vrai que la récupération naturelle, la diminution du bégaiement, souvent, est avant il y a plus de chances avant 7 ans, tu sais, que ça diminue de manière importante, très importante, ou que ça disparaisse. Mais
Mais encore là, c'est pas tout le monde, c'est pas 100% des gens. Tu sais, il y Mais a non, c'est rien ça. de noir ou blanc là-dedans, là. Tu sais, c'est beaucoup d'y aller dans oui, c'est vrai, ça se peut que là, il est rendu plus vieux, ça se peut qu'il y a plus de chances que le bégaiement persiste, c'est vrai, effectivement, selon les données qu'on a, à 8 ans, mettons. Puis de dédramatiser ça, tu oui, sais, mais et encore là, d'outiller. oui, de- puis un ouais. enfant qui est bien avec sa parole, qui parle, qui est super confortable, ça se peut qu'en fait, il l'oublie qu'il bégaye. Ouais. Puis ça se peut qu'il y en ait moins de bégaiement en plus. Ou peut-être pas, mais je veux dire, ça se pourrait que justement, c'est tellement pas un élément important dans sa vie. Lui, il parle, il a du plaisir, il fait des jokes. C'est ça, tu sais, le bien-être. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tout ça, il faut vraiment relativiser. Puis on est là pour ça, quoi. Hein? Ouais. Eh bien, c'était super. On terminerait là-dessus. Merci beaucoup pour cette belle conversation, Merci à Judith. toi. On se reparle à un prochain épisode. Oui. À bientôt. Bye. Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte qui bégait, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!